institutions européennes jusqu'à la fin de l'année 2018, parce qu'après on va rentrer dans une autre période qui sera une période électorale, et donc les choses seront un petit peu différentes, mais en tout cas jusqu'à fin 2018, il y a un agenda législatif extrêmement chargé, de nouvelles initiatives qui viseront à amplifier ou à relever le niveau d'ambition de ce qui est déjà sur la table, et puis de manière transversale, de grandes négociations qui sont extrêmement déterminantes. C'est évidemment le Brexit, et puis la négociation du cadre financier pluriannuel qui fixera les ambitions de l'Union, c'est-à-dire qu'on peut mettre énormément de choses sur la table collectivement. In fine, le moment de vérité, ce sera ce cadre financier pluriannuel. Voilà. Si on ne met pas les moyens d'agir sur toutes les politiques qu'on propose et qu'on souhaite développer, on n'ira pas très très loin. Donc le cadre financier pluriannuel, c'est évidemment déterminant, on n'en parle pas beaucoup, mais vous qui êtes dans les institutions, vous êtes évidemment très sensible. Voilà, donc le premier aspect, c'est la sécurité en Europe. Vous savez, aujourd'hui on commémore les attentats du 13 novembre qui ont frappé Paris, les terrasses, le Bataclan, mais aussi la Seine-Saint-Denis et le Stade de France. Le débat autour de la sécurité en Europe a toujours existé, mais il existe évidemment de façon un peu plus aiguë, même beaucoup plus aiguë, avec les attentats terroristes, avec les guerres et les différentes formes d'instabilité qui règnent aux frontières de l'Union. Et donc cette question de la sécurité a pris une place importante dans l'agenda européen. Donc je vous disais, la menace terroriste, l'instabilité de certains pays du voisinage, et puis évidemment une forme d'incertitude sur l'engagement américain, qui, on voit bien dans la déclaration du président américain Donald Trump, un jour sont plutôt chaleureuses, le lendemain un peu plus froides. Il a l'habitude de souffler le chaud et le froid sur tout un tas de politiques, et pas qu'en Europe, hein, partout dans le monde. Si vous voyez ça tournait en Asie, c'était les montagnes russes dans les déclarations. Et puis évidemment les velléités de la Russie qui sont toujours prégnantes, avec un certain nombre de conflits aux marges de l'Europe, et même en Europe, puisque l'Ukraine géographiquement est en Europe, qui rendent le contexte sécuritaire voilà, prégnant. Le premier défi, c'est la défense. L'enjeu, c'est de maintenir évidemment la dynamique dégagée depuis un an autour de l'Europe de la défense, qui a toujours été une priorité française, en tout cas qui a toujours été quelque chose de présent dans le discours français, mais qui devient, dans le contexte actuel, encore plus important. Les conseils européens du mois de juin et du mois d'octobre 2017 sont venus réaffirmer ces ambitions avec deux éléments importants. Le premier, c'est la coopération structurée permanente, avec aujourd'hui, vous le savez peut-être, les ministres de la Défense ou les ministres des Affaires étrangères, je crois, qui se réunissaient pour signer et acter l'avancée de la France et je crois de 19 autres pays européens. La coopération structurée permanente, ça existait déjà dans le traité de Lisbonne, mais ça n'avait pas été mise en œuvre. Et puis le deuxième axe important, c'est la mise en place du Fonds européen de défense, qui vise évidemment à mutualiser les moyens pour développer des moyens communs en matière de recherche, de développement industriel, et pour l'acquisition par les États membres qui le souhaitent de capacités militaires plus importantes. Sur ces sujets de défense, qui sont extrêmement actuels, le président de la République, dans son discours de la Sorbonne, est venu ajouter un élément supplémentaire à ces deux axes majeurs que sont la CSP et le Fonds européen de défense. Il propose, lui, une initiative européenne d'intervention visant à développer une culture stratégique partagée. La volonté, c'est que les armées européennes puissent accueillir, et c'est ce que la France va faire en ouvrant ses armées, des militaires venant d'autres pays européens pour participer plus en amont à des travaux d'anticipation, de renseignement, de planification ou de soutien aux opérations. C'est très important de parvenir à développer une culture stratégique commune, d'avoir un peu plus de compréhension pour les différents modèles de défense. Vous savez que la défense est un milieu très particulier. Moi, je suis en commission de la défense nationale par ailleurs à l'Assemblée nationale, et c'est vrai que le monde de la défense fonctionne selon des logiques nationales, et que ce n'est pas forcément dans la culture militaire de s'ouvrir à d'autres cultures en Europe. Ça l'est encore moins en France, où on a une culture
culture stratégique très particulière du fait de notre place comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, étant détenteur de l'arme nucléaire, et par ailleurs en ayant une forme de décision militaire assez singulière, c'est-à-dire qu'en France, c'est le président de la République qui décide et qu'en quelques heures, la France peut envoyer des rafales ou un porte-avions à peu près n'importe où sur le globe, alors que dans beaucoup d'autres pays européens, une décision militaire engage évidemment le Parlement national. Ce n'est pas le cas de la France. Donc voilà, essayer de développer quelque chose de commun, le travail sera long. Le deuxième aspect dans ce volet sécurité, c'est évidemment la sécurité intérieure et Schengen. La volonté, c'est de renforcer les moyens de lutter contre le terrorisme. Il y a eu des avancées importantes qui ont été réalisées ces dernières années au niveau européen, dans la lutte contre le financement contre le terrorisme, contre le trafic d'armes à feu, l'adoption du PNR, qui doit encore être mise en œuvre dans un certain nombre d'États membres. Vous savez que la France avait beaucoup poussé à une époque pour la mise en œuvre de ce PNR. Moi, je crois que le PNR, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'est pas un PNR tout à fait abouti, puisque ce n'est pas un PNR pleinement européen et que les États membres gardent la prégnance sur leur base de données et que tant qu'on n'aura pas réussi à avancer concrètement sur tout cela, on restera quand même dans un outil qui est largement perfectible. Vous savez que la France a adopté un projet de loi antiterroriste il y a quelques semaines visant à sortir de l'état d'urgence, qui était évidemment un état qui n'avait pas vocation à être éternel. Moi, je suis intervenu en séance publique dans ce débat sur le terrorisme. C'est un débat qui a duré à peu près 4 ou 5 jours. Quand on dit jour, c'est vraiment jour et nuit, parce que l'Assemblée nationale française a ce romantisme que nous débattons aussi la nuit et que les séances reprennent à 21h30 pour s'achever à 2 ou 3 h du matin. C'est assez baroque, mais ça existe. Et donc moi, je suis intervenu au milieu de la nuit pour expliquer que la lutte contre le terrorisme avait évidemment une dimension européenne, dimension qui n'avait pas été mise en lumière pendant deux journées et 2 nuits de débats consécutifs. Donc c'est pour vous dire que l'état d'esprit dans les États membres est ce qu'il est, que la pédagogie européenne, elle doit sans cesse être répétée, qu'un certain nombre de choses qui vous paraissent évidentes ici à Bruxelles ne le sont absolument pas dans les capitales. Et donc moi je suis partisan de la méthode de répéter inlassablement les choses, et in fine ça finit toujours par rentrer dans l'esprit des gens. Donc j'ai un peu digressé, mais donc le PNR qui doit avancer, puis évidemment le travail sur les communications cryptées, qui rencontre un certain nombre de réticences dans un certain nombre d'États membres, sur lesquels il faut évidemment avancer. Le chantier de l'interopérabilité des bases de données évidemment important. Il y a plusieurs outils qui sont sur la table et qui vont entrer en vigueur d'ici à 2020. Je pense au système entrée et sortie SES, à ETIAS ou à SIS-2 qui a été voté par le Parlement européen la semaine prochaine. Et là encore, le président de la République sur ces questions lui propose d'aller encore un petit peu plus loin avec la mise en place d'une académie européenne du renseignement, visant à renforcer les échanges entre les services nationaux, parce que vous savez que la culture de la défense est une culture nationale, mais la culture du renseignement aussi est une culture parfois très nationale, et que pour faire bouger un petit peu cette logique, le président de la République propose cette académie pour que les uns et les autres apprennent à se connaître et à se faire confiance. Et la confiance est très importante dans le monde du renseignement, et force est de constater que les services de renseignement ne se font pas toujours confiance en Europe. Et puis, deuxième point, en plus de ce service, de cette académie, il propose une extension du parquet européen pour que le parquet européen puisse avoir dans ses compétences la lutte contre le terrorisme. Le troisième volet concerne, dans cet aspect sécurité, concerne l'asile et l'immigration, dans un espace dont les frontières externes doivent être mieux protégées, tout en permettant d'accueillir celles et ceux, les réfugiés qui fuient les conflits, les guerres, les persécutions, et puis de raccompagner celles et ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le continent européen parce qu'ils sont rentrés par des voies irrégulières et que les pays desquels ils proviennent sont des pays qui ne sont pas forcément en proie, qui connaissent évidemment des situations de pauvreté, de manque de développement, mais qui ne sont pas en proie à des conflits prégnants. Et donc le président de la République propose à cet égard évidemment de renforcer le corps de garde frontières et de garde-côtes qui a déjà été mis en place, en le renforçant avec une police européenne des frontières. Voilà en quelques mots.
je vais continuer sur cet aspect toujours pas sécurité, mais qui en fin de compte permet de faire le lien avec les migrations et l'accueil des réfugiés, avec le renforcement de quelque chose, quelque chose qui est extrêmement prégnant dans le discours du président de la République, c'est la coopération avec l'Afrique et la Méditerranée, qui est un axe important dans le discours qui porte, dans son discours de politique étrangère. Et lui, dans l'articulation qui est la sienne, évidemment, il y a beaucoup de projets qui ont déjà été mis en œuvre, avec un plan d'investissement qui pourrait élever jusqu'à 44 milliards d'euros de projets, le fonds de la Valette doté de 2,7 milliards d'euros. Mais prochainement, vous allez réviser le Fonds européen de développement et les accords de Cotonou. Je crois qu'il y aura, en tout cas c'est ce que la France souhaite, un moment pour remettre un petit peu tout ça à plat et pour que la coopération entre l'Afrique et l'Union européenne fonctionne un petit peu mieux, et que le continent africain, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit à la Sorbonne, fasse pleinement partie de l'avenir européen. Voilà. On voit bien que, enfin, vous savez comme moi que le continent africain est un continent jeune, que la démographie est extrêmement vive, et que si le continent africain ne se développe pas comme il le devrait, les aléas migratoires que nous avons pu rencontrer ces dernières années nous apparaîtront comme insignifiants par rapport à ce que pourraient être les flux migratoires dans les années à venir. Donc le développement de l'Afrique est extrêmement prégnant dans son discours. Ça, c'était pour le premier volet sécurité, asile, migration, défense, porté par le président de la République dans son discours de la Sorbonne. Il y a un deuxième volet extrêmement prégnant, c'est effectivement l'Europe qui protège. Vous savez que c'est quelque chose c'est un motto qu'il a affirmé extrêmement régulièrement dans la campagne qui a été la sienne. Cette Europe qui protège, il y a évidemment le volet sécurité, mais elle prend aussi trois aspects principaux majeurs en tout cas. C'est une forme d'Europe sociale. Alors c'est toujours un petit peu difficile à faire avancer, mais par ricochet on pourrait penser à la directive détachement des travailleurs qui a défrayé la chronique ces dernières semaines, le commerce, autour des accords commerciaux, et puis évidemment la fiscalité, et les Paradise Papers sont venus se rappeler à notre bon souvenir ces derniers jours. Vous connaissez évidemment les pratiques qui se sont développées en matière de détachement des travailleurs et qui, en fin de compte, ont détourné l'esprit initial de cette directive et qui ont suscité un certain nombre de crispations, de tensions dans beaucoup d'États membres, qui ici de Bruxelles peut paraître parfois un petit peu artificiel ou superflu, mais qui dans les États membres, en France en particulier, est une réalité politique, et un certain nombre de Françaises et de Français qui travaillent dans certains secteurs pointent régulièrement le dysfonctionnement de cette directive. Et donc le volontarisme politique qui a été affirmé par le président de la République sur ce sujet n'est pas un gadget, n'est pas artificiel. C'est-à-dire que la volonté qu'il a portée d'ailleurs avec l'Allemagne et d'autres États membres à travers plusieurs amendements qui visaient à limiter la durée du détachement des travailleurs, à garantir le principe de travail égal, salaire égal, ou de lutte contre les sociétés boîtes aux lettres, et objectifs qui ont été atteints lors du sommet à Luxembourg du 23 octobre dernier, sont des éléments importants parce que en France, c'était l'illustration qu'avec de la volonté politique, de la détermination, les institutions européennes et les États membres étaient capables de bouger. Ça peut vous paraître un petit peu artificiel vu de Bruxelles, mais c'est une réalité. Le discours politique que nous on a pu porter à travers ça, c'est l'Europe n'est pas sourde aux mots qui sont les vôtres. L'Europe est capable de comprendre les travers et les dysfonctionnements qui existent, et l'Europe est capable de corriger. C'est déjà le cas, l'Europe est capable de corriger sur beaucoup de choses, et vous le faites quotidiennement. Mais pour le grand public, vu de loin, vu de son État membre, on a parfois l'impression que les institutions peuvent être un peu sourdes à ce qui est porté. C'est peut-être faux, c'est ce qui existe. Et donc ce déterminisme politique, cette volonté politique qui a été portée par le président de la République, c'était quelque chose d'important, et donc le fait qu'on arrive à avancer là-dessus, c'était décisif. Le président de la République, lui, souhaite qu'on puisse aller un petit peu plus loin en établissant une autorité européenne chargée de s'assurer du respect des règles de travail. Il a également proposé, avec le président de la Commission européenne d'ailleurs,
la création d'un fonds de solidarité qui permettrait d'égaliser les niveaux de cotisation sociale sans léser les pays d'origine des travailleurs détachés. Et puis, c'est tout le sens de l'initiative sur les socles européens des droits sociaux qui sera portée à la fin de la semaine à Göteborg, dans le sommet qui s'ouvre, et que le président de la République portera. Deuxième volet, toujours dans cette Europe qui protège, c'est évidemment le volet fiscal. Ces dernières années, l'Union a évidemment avancé dans beaucoup de domaines, dans la lutte contre les évasions fiscales, le lever du secret bancaire, les échanges automatiques d'informations, la publication des informations fiscales pays par pays. Et ça, ce sont de véritables avancées européennes qui n'ont pas beaucoup d'équivalent sur la planète, mais l'Europe, malheureusement, se trouve parfois bien seule dans ce combat. Je crois personnellement que les Paradise Papers sont venus montrer de façon éclatante qu'effectivement l'Europe était seule, mais que l'Europe et les États membres au Conseil devraient aussi peut-être confronter certains des leurs face à leurs propres incohérences. Le discours n'est évidemment pas facile à tenir, mais je crois que s'il y a bien un secteur où les Européens attendent beaucoup plus de la part de leurs États membres en Europe, c'est évidemment la lutte contre l'évasion fiscale et une forme d'optimisation fiscale agressive qui effectivement parfois ne viole pas les règles mais s'en sert de façon inacceptable. Et donc sur cette question-là, il va falloir évidemment avancer. Il y a un autre enjeu important qui est celui des questions qui sont liées à la sécurité sanitaire. Vous savez qu'en France en particulier, certaines substances peuvent créer le doute. Je pense ici aux perturbateurs endocriniens et au glyphosate qui défraient la chronique médiatique dans mon pays ces dernières semaines et qui sont quelque chose dont l'opinion publique s'est évidemment emparée et qui est extrêmement prégnant dans le débat public. Le président de la République propose deux propositions dans ce contexte. Une refonte de l'évaluation scientifique européenne et une force commune de contrôle pour mieux lutter contre certaines fraudes. Enfin, quatrième volet, commerce international, compétence extrêmement forte de l'Union européenne, compétence historique, compétence qui doit être, à mes yeux, qui doit perdurer comme étant une compétence forte des institutions européennes, mais qui doit aujourd'hui se réformer, évoluer, qui doit l'amener à renforcer certains de ses instruments pour ne pas être naïve par rapport à certains acteurs qui ne respectent pas les mêmes règles. Et donc, je crois que la France, les institutions européennes et le Parlement européen s'efforcent à faire aboutir un certain nombre de textes importants, comme les instruments de défense commerciale, les instruments anti-dumping. Voilà. Et puis, je crois que le président de la République, lui aussi, a vraiment envie de se saisir de ce sujet-là et porte l'idée de créer ce qui pourrait être un procureur commercial européen chargé de vérifier le respect des règles par nos concurrents et de sanctionner les pratiques déloyales. Étant parlementaire national, je crois aussi que les parlements nationaux devraient être associés un peu plus étroitement, en tout cas devraient s'en saisir de façon un peu plus précoce, parce qu'aujourd'hui il y a un débat extrêmement prégnant dans mon pays autour du CETA, que le débat n'est pas facile. Il n'est pas facile parce que les parlementaires qui étaient là auparavant ne se sont pas saisis suffisamment rapidement, qui n'ont pas forcément suffisamment expliqué, que les négociations paraissent et sont parfois opaques, qu'un certain nombre de critères environnementaux, sociaux, sanitaires qui sont d'importance aujourd'hui dans le débat public européen apparaissent comme n'ayant pas été suffisamment pris en compte dans ces négociations, et qu'aujourd'hui vous avez une opinion publique instrumentalisée par un certain nombre de groupes d'intérêt qui est largement défiante par rapport au CETA, et je vous assure que le combat en France pour la défense des accords commerciaux et en tout cas pour la validation de cet accord est difficile. Et donc le débat est très loin d'être terminé. Moi j'essaie de le porter de façon le plus pédagogique possible, mais ça amène à réfléchir sur la façon dont les prochaines négociations commerciales seront menées. En tout cas, je crois que collectivement, il faut qu'on améliore tout ça, parce qu'aujourd'hui, le CETA passera, les autres ne passeront, à mon avis, plus. Voilà.
Tout ça étant dit, préparons l'avenir. Deux priorités principales. J'accélère un petit peu parce que j'ai l'impression que je grignote beaucoup sur mon temps de parole, mais j'arrive à la fin. Mais Sur les échanges avec ouais, j'arrive. Deux priorités principales pour l'avenir, la transition écologique et le numérique. Transition écologique, vous savez que la France a une responsabilité particulière parce que l'accord de Paris a été scellé sur son territoire et que le président de la République y attache une attention toute particulière et que l'opinion publique est aussi très sensible, donc c'est quelque chose qui portera encore très fortement. Ça ne vous a pas échappé que les émissions, ce matin j'ai lu un article, que les émissions mondiales sont reparties à la hausse ces derniers jours. Et donc ça reste quelque chose d'extrêmement prégnant. Deuxième chantier important, la transition numérique, c'est le chantier le plus vaste. Il n'y a pas moins de 23 législations sur la table qui traitent d'un gros nombre de sujets, des infrastructures en passant par le financement, l'innovation, la cybersécurité, la protection des données personnelles. Ça a été évidemment largement abordé lors du dernier conseil du 23 octobre sous présidence estonienne. Je ne vais pas vous décrire la situation qui est celle de l'Estonie, mais qui évidemment attache une attention particulière à ce sujet-là et qui souhaite le faire avancer. Pour le président de la République, il y a deux chantiers majeurs dans ce volet numérique. C'est évidemment la cybersécurité. Et le deuxième, c'est la fiscalité. Vous connaissez le contexte de sous-fiscalisation d'un certain nombre de grands opérateurs non européens de l'Internet qui défraient la chronique régulièrement. Et donc évidemment, collectivement, l'Europe et le président de la République souhaitent que l'on puisse avancer sur ces sujets. À cet égard, le président de la République a lui proposé la création d'une agence européenne de l'innovation pour que l'on puisse réfléchir collectivement encore mieux à toutes ces questions du numérique. Je en terminerai par trois enjeux particulièrement importants, quoique de nature tout à fait différente. Le Brexit, le cadre financier pluriannuel et le renforcement de la zone euro. Sur le Brexit, vous savez que le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne au mois de mars 2019 en vertu de l'article 50 du traité. La France y est particulièrement attentive parce qu'évidemment le départ d'un grand pays comme le Royaume-Uni n'est pas neutre et que cette sortie ne doit évidemment ni léser les citoyens européens, ni les entreprises européennes, les États ou les États en Europe, et ni affecter évidemment la marche de l'Europe à 27. C'est évidemment le plus important et qu'il faut le sauvegarder. Cette négociation se fait, vous le savez, sous la direction de Michel Barnier, qui a toute la confiance du président de la République. C'est des négociations qui sont difficiles, qui sont extrêmement complexes. Je crois que Theresa May n'a pas forcément mis en œuvre tout ce qu'elle avait avancé pendant le discours de Florence, et qu'un certain nombre de blocages existent encore. La deuxième négociation transversale qui débutera l'année prochaine, c'est évidemment le cadre financier pluriannuel, qui, elle, mobilise fortement les gouvernements pour plusieurs raisons. Deux raisons principalement. Le premier, c'est l'enjeu budgétaire, évidemment. 1000 milliards d'euros, c'est très conséquent. Et puis, la révision d'un certain nombre de politiques communes, évidemment les deux politiques communes majeures.